Bonjour à toutes. Désolée de notre retard, on avait un petit souci technique, mais ça y est, tout fonctionne. Donc, je suis Agathe, je travaille pour Force Femmes, je m'occupe de la cellule création d'entreprise. Et je suis très heureuse aujourd'hui qu'on puisse accueillir Céline et Nadia qui vont nous parler du statut d'auto-entrepreneur. Donc, merci à vous d'avoir patienté. Je vois que voilà, vous étiez vraiment en salle d'attente, vous êtes plus d'une soixantaine connectés. Et oui, le son n'est pas très bon, c'est mon son qui n'est pas très bon, mais c'est pas moi qui vais parler, donc ne vous inquiétez pas. Et donc, je donne tout de suite la parole à Céline. Donc, bonjour à toutes. Donc, je suis Céline Imbert. Je suis chargée de la relation cotisant auprès du centre d'accueil de Paris. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'auto-entrepreneur. Donc, forcément, hein, nous, ce qu'on va présenter, c'est du côté social uniquement, hein. On va aborder deux, trois points d'information sur le côté fiscal parce que ça rentre aussi dans l'auto-entrepreneur, mais on ne va pas rentrer dans le détail du côté fiscal, hein. Nous, on va vraiment se concentrer sur le plan social puisque l'URSSAF s'occupe que du social, hein. Voilà. Donc, tu peux tourner, Nadia, s'il te plaît. Voilà, donc du coup, le sommaire, hein, dans un premier temps, donc nous allons voir le statut d'auto-entrepreneur. Ensuite, nous irons voir donc les interlocuteurs, les cotisations, puis la sortie du dispositif, les services en ligne et enfin l'action sociale, hein. Alors, on va juste faire un petit point sur les missions de l'URSSAF, puisque quand même, c'est important de savoir à quoi sert l'URSSAF, hein. Donc, elle collecte pour assurer le financement de la protection sociale au quotidien, hein. Donc, en effet, on va récupérer vos cotisations sociales qu'on va ensuite répartir auprès des partenaires sociaux, hein. Puis, elle contrôle aussi pour garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. Donc forcément, c'est pour ça, là, c'est une grosse mission aussi de l'URSSAF au niveau contrôle, puisque forcément, il faut qu'on puisse voir si tous les indépendants, tous les salariés, et cetera, puissent avoir des droits sociaux, et du coup équitablement également, hein. Et enfin, elle accompagne tous les employeurs et les entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Et puis voilà, donc du coup, ça, c'est vraiment les 3 grosses missions de l'URSSAF que je vous ai présentées là. Alors, on va pouvoir passer du coup au statut auto-entrepreneur. Donc, le statut d'entrepreneur, c'est quoi? C'est une entreprise individuelle qui a du coup un régime fiscal de la micro-entreprise. La micro-entreprise, ça veut dire qu'on va avoir un chiffre d'affaires qu'il ne faudra pas dépasser. Donc, c'est sur une année civile, hein, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et du coup, ce chiffre d'affaires varie en fonction de l'activité que l'on exerce en tant qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire la nature de l'activité. Donc, soit on a une activité de vente de marchandises, de denrées à importer ou à consommer sur place ou de fourniture de logements, sauf les logements meublés, hein, qui, eux, relèvent d'un autre seuil. Donc ça, c'est des activités type commercial, c'est ce qu'on appelle, nous, commercial. Et le plafond, il est à 176 200 €, donc toujours sur une année civile, hein. Soit on a une activité donc de prestation de services relevant du coup de la catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux, ou profession libérale non réglementée ou relevant de la CIPAV. Donc ça, c'est réglementé. Donc en fait, ça veut dire que on ne doit pas dépasser 72 600 € pour les prestations de services relevant d'une nature, d'une activité artisanale ou commerciale, puisque du coup, là, on sera en bénéfices industriels et commerciaux, c'est le fameux BIC que vous voyez là sur le deuxième paragraphe au niveau de 72 600 €, hein. Donc ça, c'est pour une activité artisanale ou commerciale en prestation de services. Soit on a une prestation de services non commerciale, donc PMC, et du coup, on relève, voilà, en général de la profession libérale. Donc, en fait, je peux vous donner juste quelques exemples. Donc, pour la première, avec les 76 200 €, l'activité va être, par exemple,
je vends, j'achète des produits, je les revends derrière. Donc ça, c'est vraiment une activité commerciale et on aura un plafond à 176 200 €. Et pour la deuxième partie à 72 600 €, c'est par exemple en activité prestation de service BIC. Alors, je suis artisan, par exemple, je sais pas, moi, je fais de l'esthétisme. Là, je relèverai donc de la prestation de service BIC et mon plafond sera à 72 600 €. Je ferai de la prestation commerciale, c'est-à-dire, par exemple, je suis livreur à domicile. Là, c'est de la prestation de service commercial, donc je relèverai de 72 600 € au niveau du plafond. Et profession libérale, c'est toujours pareil, 72 600 €. Et là, ça veut dire que, par exemple, on peut être conseil, traducteur, on peut être également, si on relève de la CIPAV, en général, on est, par exemple, psychologue. Voilà, donc tout ça, ce sont des activités profession libérale et on est, non réglementé ou réglementé. Mais bon, ça, on verra après par la suite, hein. Et donc ces montants, donc c'est les montants à ne pas dépasser, pour relever de le régime de micro-entreprise et on est en franchise TVA. Donc ça veut dire qu'on n'applique pas de TVA sur nos factures. Voilà, à partir d'un certain seuil, hein, donc jusqu'à un certain seuil. Après le seuil, vous serez obligé d'appliquer de la TVA sur vos factures. Mais ça, après, il faut voir avec les impôts directement, hein, puisque du coup, il faudra prendre contact avec votre centre des impôts et vous appliquerez de la TVA. Et derrière, nous, par contre, au niveau de l'URSSAF, ça ne changera toujours rien puisque vous déclarerez hors taxe, en fait, à chaque fois, le chiffre d'affaires que vous ferez tous les mois ou tous les trimestres. Voilà, donc en fait, sur les factures, il faut indiquer TVA non applicable. Et ensuite, il y a un article du code des impôts qu'il faudra également indiquer. Mais ça, vous pouvez retrouver cette information sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, hein. Donc, vous avez le petit article justement de loi avec la mention qu'il faudra indiquer dans votre facture TVA non applicable. Voilà. Donc, après, on va passer du coup. Oui, pardon. Excusez-moi, on a déjà quelques questions. Vous m'entendez? D'accord. Alors, quelques questions évidemment sur des statuts spécifiques des femmes qui se demandent si c'est applicable pour elles. Donc, on a une dame qui est artisan céramiste qui se demande de quel régime elle relève. Artisan céramique? Je n'ai pas compris. Artisan céramiste, et donc elle crée des pièces qu'elle veut vendre. Oui. Et elle se demande de quel régime elle relève. Donc, je pense que c'est la CMA, du coup. Oui, alors en fait, c'est un peu particulier dans la céramique parce que du coup, ça dépend. En fait, parce que la céramique, c'est soit on est artiste, du coup directement, donc là, c'est carrément un autre régime, c'est autre régime qu'auto-entrepreneur. Soit en effet, on peut être passé d'un artisan, mais alors là, après, c'est la Chambre des métiers qui va déterminer en fonction de ce qu'elle fait dans son activité, si elle rentre ou non dans la chambre, au niveau de la Chambre des métiers, hein. Mais de toute manière, quoi qu'il arrive, le plafond sera à 72 600 € parce qu'en fait, si elle est artiste-auteur, là, c'est carrément un autre régime. Donc là, on va pas en parler, hein, mais là, en fait, la seule chose pour déterminer vraiment dans quel statut elle dépend, en fait, c'est il faut se renseigner auprès de la maison des artistes pour savoir si elle rentre dans le statut artiste. Et si ce n'est pas le cas, c'est la chambre des métiers, en fait, hein. Et du coup, si elle dépend de la chambre des métiers, elle pourra être auto-entrepreneur, en effet. Mais si c'est la maison des artistes, là, par contre, ce sera un statut artiste-auteur et ça sera encore autre chose. D'accord, très bien, merci. Et on a aussi une question sur des agents commerciaux qui ne perçoivent que des honoraires. Est-ce qu'ils peuvent avoir un statut d'auto-entrepreneur? Les agents commerciaux qui ne perçoivent que des honoraires. Oui, normalement, oui, il n'y a pas de souci. Le seul statut normalement qui ne peut pas être auto-entrepreneur. Non, les agents commerciaux, oui, c'est possible. Alors après, les agents commerciaux,
ça sera la chambre du commerce et du coup, ça sera une prestation de service commercial. Voilà. Très bien. Bon, ensuite, tous les statuts de consultant, donc justement, consultante en communication, bien des personnes qui donnent des cours de français, demandent aussi si c'est possible de... Oui, oui. En fait, voilà, sous l'auto-entreprise, on peut avoir plusieurs activités, hein. Donc, en fait, si on a plusieurs activités, il faudra déterminer vraiment une activité principale, ce qui va déterminer vraiment le code d'activité que l'INSEE va vous attribuer. Mais après, on peut mettre sur la déclaration d'activité, on peut mettre des activités secondaires. Donc, il n'y a pas de problème. Après, si par exemple, pour consultante et cours et donner des cours, là, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera de la profession libérale. Donc, ça sera à déclarer dans les bénéfices non commerciaux, prestations de services. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais imaginons, on fait une activité principale, par exemple, voilà, je donne des cours et derrière, à côté, j'ai une prestation de service artisanale parce que, je ne sais pas, je fais des massages, voilà, par exemple. Là, du coup, on aura l'activité principale et une activité secondaire. Donc, il faudra bien déterminer ce qui relève de l'activité profession libérale, bénéfices non commerciaux, et ce qui relève de la prestation de service artisanale, bénéfice commercial. Donc là, après, voilà, il y a des distinctions comme ça à faire. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que l'activité principale, c'est celle qui détermine du coup le code d'activité principal auprès de l'INSEE, hein, en fait, hein, quand ils vont vous attribuer votre code d'activité. Du coup, on peut passer à la suite ou il y a encore des questions? D'accord. Alors, du coup, les principes. Donc, en fait, l'immatriculation, hein, donc elle est obligatoire auprès du CFE. Le CFE, c'est un centre de formalité des entreprises. Et en fait, ce CFE, en fonction, voilà, toujours pareil, de la nature de l'activité que vous exercez, vous allez devoir vous inscrire ou non à certains registres ou sur certains sites, en fait. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les commerçants, normalement, le centre de formalité des entreprises, du coup, c'est la chambre du commerce. Quand on est commerçant, on doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Pour les artisans, c'est la chambre des métiers et de l'artisanat. On doit être inscrit dans le répertoire des métiers. Pour les agents voilà, commerciaux, c'est au greffe du tribunal de commerce, le centre de formalité. On doit être inscrit du coup dans le registre pareil du greffe. Et pour les professions libérales, c'est auprès de l'URSSAF. Donc, en fait, on peut faire une déclaration simplifiée sur, de toute façon, sur www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Le centre de formalité des entreprises de l'URSSAF, normalement, est censé transmettre directement auprès du centre de formalité qui va s'occuper justement de l'activité selon la nature. Donc, ils vont transmettre, par exemple, à la Chambre du commerce, à la Chambre des métiers ou au greffe si ce n'est pas de sa compétence à elle, parce que nous, on s'occupe vraiment que des professions libérales pour les inscriptions, les modifications et les radiations, hein. Voilà. Et après, quoi qu'il arrive, après, par contre, il faudra quand même prendre contact auprès de la Chambre du commerce, la Chambre des métiers ou le greffe du tribunal de commerce en fonction de l'activité pour pouvoir s'inscrire quand même dans les registres, puisque ça, c'est obligatoire, hein. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de frais d'immatriculation. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que souvent, on retrouve des sites sur Internet qui vous proposent de vous inscrire et vous font payer l'inscription. Alors, il faut savoir, du coup, ce n'est pas un site officiel puisqu'il n'y a pas de frais d'immatriculation. Mais il y a juste un paiement d'une taxe quand on est inscrit dans des registres, hein. Donc, pour les professions libérales, il n'y a pas de frais puisqu'on n'est pas inscrit, on est inscrit dans aucun registre. Mais pour chambre du commerce, chambre des métiers, greffe du tribunal de commerce, donc activité artisanale ou commerciale, là, il y a des frais de chambre et ça va être appliqué dans les cotisations. Donc ça, on verra un peu plus tard. Mais en tout cas, pour l'inscription, il n'y a aucun frais d'immatriculation. Donc en fait, si on vous fait payer, ça veut dire que c'est soit une société privée qui a pris en charge une aide pour les auto-entrepreneurs et qui veut faire tout le reste, soit c'est une arnaque. Donc, il faut faire très attention.
parce qu'il n'y a pas de frais d'immatriculation. Hein. Voilà. Donc, voilà, on vous dit bien hein, à noter. Les conditions d'exercice de certaines activités sont soumises à des obligations supplémentaires parce que forcément, si on inscrit à la Chambre des métiers, par exemple, si on fait une activité artisanale, derrière, il y a des qualifications professionnelles. Donc, la Chambre des métiers, parfois, si vous n'avez pas la qualification professionnelle, peut vous demander de faire un stage, par exemple, pour compléter votre activité et pour pouvoir justement vous inscrire au registre des métiers, au registre oui, des métiers. Ensuite, il y a des assurances professionnelles aussi obligatoires, puisqu'il y a une assurance responsabilité civile à avoir, obligatoirement pour toutes les activités. Là. Et il y a une assurance décennale, donc ça dépend des activités. Donc là, il faut voir auprès directement de vos assureurs, puisque là, nous, on ne va pas intervenir là-dedans. Hein. Et puis d'ailleurs, voilà, justement, on vous dit, renseignez-vous sur la réglementation liée à votre activité et on vous donne du coup le site service-public.fr. Donc, je récapitule. Là, en fait, l'inscription, vous pouvez le faire sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Après, il faut bien juste déterminer donc, la nature de votre activité. Donc, ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué de déterminer des fois. Donc, vous pouvez, si vous avez un doute, par exemple, contacter notre plateforme téléphonique hein, au 39 57 ou 36 98 pour que vous vous renseigniez justement pour savoir c'est quoi la nature de l'activité. Parce qu'après, il faudra faire les démarches auprès de la Chambre du commerce, la Chambre des métiers ou du tribunal de commerce pour vous inscrire quand même dans les registres si vous avez une activité voilà, d'ordre commercial ou artisanal. Voilà. Après, de toute manière, sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous avez une rubrique « S'informer sur le statut ». Et du coup, dans cette rubrique-là, vous pouvez voir justement les obligations en fonction de votre activité. Voilà, on vous regroupe tout. Alors, après, donc justement, pour en savoir plus, donc en fait, avant, on était obligé d'avoir un compte, enfin, pas forcément professionnel, mais personnel dédié à l'activité. Maintenant, ce n'est plus obligatoire dans une limite de 10 000 € sur 2 années consécutives. Hein. Voilà, donc si votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 € sur 2 années consécutives, on doit créer un compte à part de notre compte courant personnel. Donc, ça veut dire que ce compte-là qui sera dédié à l'activité, il n'y aura que les entrées d'argent, ce ne sera que le revenu auto-entrepreneur hein, qui sera sur ce compte. Donc, ça, c'est une obligation maintenant. Hein. Et bon, après, il faut voilà, vraiment dépasser les 10 000 € 2 années consécutives. Vous vouliez me dire quelque chose? Oui, c'est Céline. Non, vous m'entendez? Très brouillé, oui. C'est juste pour répondre à toutes celles qui demandent pour leur situation personnelle de quel statut elles dépendent. Comme vous l'avez expliqué, on peut contacter l'URSSAF et demander en fonction de son activité, justement, à quel régime on peut être attaché. Allô? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça y est, je vous entends à nouveau. Alors, vous pouvez juste répéter, pardon? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes qui demandent pour leur situation si elles peuvent être auto-entrepreneurs ou elles doivent se déclarer auprès de la CMA, de la CCI ou d'une autre structure. Comme vous l'avez précisé, en appelant l'URSSAF, elles peuvent avoir la réponse en fonction de leur situation. Voilà, c'est ça. En fait, elles peuvent demander du coup à la plateforme téléphonique, par exemple, elles disent qu'elles veulent ouvrir un statut d'auto-entrepreneur et par exemple, elles disent la nature de l'activité qu'elles veulent faire. Et du coup, voilà, normalement, la plateforme téléphonique est en charge de leur répondre. Sinon, la plateforme téléphonique, la personne qu'elle aura eue par la plateforme téléphonique fera un petit message auprès du service. Puis à ce moment, on contactera la personne pour lui dire voilà, si elle dépend de la Chambre du commerce, la Chambre des métiers ou le greffe du tribunal de commerce. Après, c'est pareil. Hein. S'il y a une hésitation, vous pouvez contacter aussi la Chambre du commerce, par exemple, pour leur dire voilà, moi, je fais une activité, je ne sais pas moi, voilà. Bon, on sait que, par exemple, livreur, c'est prestation de service commercial. Donc, on doit être inscrit, par exemple, dans le registre du commerce. Mais si on a un doute sur son activité, on peut appeler aussi la Chambre du commerce, la Chambre des métiers ou le greffe du tribunal pour savoir si on doit s'inscrire voilà, vraiment dans le registre
en fonction de notre activité. Hein. Alors, les 2 numéros de téléphone, je vois juste les questions là. Les 2 numéros de téléphone, en fait, on va les avoir de toute façon à la fin du PowerPoint normalement, hein. Mais c'est 3957 et 3698 en fait. Voilà. Donc, vous pouvez appeler sur les 2 numéros. Alors après, c'est vrai que les indépendants, maintenant, il me semble que c'est plutôt le 3698. Mais quoi, de toute manière, normalement, on est amené quand même à vous répondre sur le 3957 aussi. Hein. Voilà. Donc après, on vous indique que si vous avez des clients particuliers, en fait, vous devez relever, voilà, en fait, les clients particuliers, bon, ça veut dire que voilà, c'est un particulier, hein, donc c'est une personne physique. Là, on doit du coup avoir un dispositif de médiation. Donc, ça veut dire qu'on doit s'inscrire dans un dispositif de médiation auprès du médiateur de la consommation. Hein. Donc, en fait, ça, c'est obligatoire. C'est pour, en général, voilà, s'il y a un litige entre votre client et vous-même et que votre client, par exemple, voilà, a besoin de faire appel au médiateur puisqu'il y a un litige entre vous deux qui n'est pas résolu, à ce moment-là, c'est une obligation. Donc là, c'est pareil. Il faut s'inscrire sur c'est www.economie.gouv.fr. Là-dessus, vous retrouvez en fait la liste des médiateurs, en fait. Et du coup, il faut en choisir un pour s'inscrire auprès de ce médiateur. Et après, il faudra bien mentionner du coup ce médiateur sur vos factures pour qu'il puisse être du coup informé quel médiateur est présent, du coup, à quel médiateur vous avez fait appel. Et voilà. Et donc, du coup, en cas de litige, voilà, il pourra du coup faire appel à ce médiateur. Donc maintenant, c'est obligatoire, hein, mais voilà, c'est que si on a des clients particuliers, en fait. Hein. Ce n'est pas forcément auprès de sociétés. Les sociétés, il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Ensuite, les principes. Donc, le calcul et le paiement. Donc, s'effectue chaque mois ou chaque trimestre. Donc, en fait, ça, c'est quand vous allez vous inscrire sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous allez avoir le formulaire. Donc, on va vous demander l'état civil, voilà, les adresses, etc., les renseignements classiques. Et ensuite, on va vous demander de choisir une périodicité. Donc, soit on va vous demander d'être mensuel, soit on va vous demander d'être trimestriel. Donc, ça veut dire que chaque mois ou chaque trimestre, vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires sera calculé par rapport à un pourcentage en fonction de votre, justement, catégorie, si vous êtes prestation de service ou si vous êtes vente de marchandises. Et si vous êtes prestation de service artisanale commerciale, et différent de si vous êtes prestation de service bénéfices non commerciaux, en fait. Voilà. Donc, en fait, vous allez avoir un pourcentage en fonction du chiffre d'affaires. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est quoi? Il regroupe quoi ce pourcentage de chiffre d'affaires? Il regroupe toutes les utilisations relatives, du coup, à la protection sociale. Hein. Donc, il y a l'assurance maladie maternité, les indemnités journalières. Alors, attention, parce que quand on est profession libérale réglementée, donc ça veut dire la liste des professions libérales réglementées, pardon, on pourra le retrouver pareil sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr et sur le site de la CIPAV aussi également, hein, puisque la CIPAV, en fait, c'est un organisme de retraite qui prend en charge que certaines activités. Donc, en fait, les autres activités, ils ne les prennent pas en charge. Donc, c'est pour ça qu'il y a une liste de ces activités. Donc, c'est ce que je vous donnais comme tout à l'heure comme exemple. Par exemple, si on est psychologue, on relève de la CIPAV, par exemple. Voilà. Donc, là, par contre, il n'y a pas d'indemnité journalière pour les personnes qui relèvent de ce régime d'auto-entrepreneur, profession libérale, réglementée, donc de la CIPAV. Ensuite, donc, il y a l'assurance maladie maternité, les indemnités journalières, l'invalidité décès, les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire et les CSG, CRDS. Donc, en fait, tout ça, ce sont des cotisations et des contributions auxquelles vous allez cotiser et contribuer
grâce au pourcentage que vous allez payer par rapport à votre chiffre d'affaires tous les trimestres ou tous les mois. Après, s'ajoute à ces cotisations une contribution formation professionnelle. Donc voilà, on vous indique bien, hein, 0,10 pour les commerçants et professions libérales non réglementées, 0,30% pour les artisans et 0,20% pour les professions libérales réglementées. Donc en fait, ce taux-là, il s'ajoute au taux que vous allez avoir de cotisation juste au-dessus, parce que le taux de cotisation juste au-dessus va regrouper toutes les cotisations, donc assurance maladie, invalidité, allocation familiale, retraite, CSG, CRDS, vont être regroupés dans un seul taux. Et en plus, vous allez avoir un autre taux pour la contribution formation professionnelle. Et après, si vous dépendez d'un registre du commerce, vous risquez d'avoir le fameux taux pour la taxe. La taxe justement de la chambre de commerce ou la taxe de la chambre des métiers. Voilà, donc après, si vous voulez avoir plus de détails à quoi servent les cotisations, hein, on vous a ajouté un site. Hein, voilà, donc un site directement, voilà, en bas, à quoi servent les cotisations.fsa.fr, où là, vous retrouvez tout le détail. Hein. Voilà. J'ai deux questions. Une fois que l'activité s'arrête, si on arrête son activité d'auto-entrepreneur, est-ce qu'on a droit au chômage? Et l'autre, sur la retraite, si on a été salarié très longtemps, ensuite on passe en statut d'auto-entrepreneur, de quel système dépend-on pour le calcul des trimestres? Alors, du coup, là, on va le voir après, hein, justement, les retraites. Donc, vous allez voir, il y a un petit tableau qui récapitule. Alors, le chômage, c'est pareil, vous allez voir aussi après au niveau des prestations. Hein, mais le chômage, non, il n'y a pas de chômage quand on est auto-entrepreneur. Hein. Donc, si on arrête l'activité, il n'y a pas de chômage. Il faut adhérer à une assurance extérieure, du coup, si vous voulez avoir des indemnités chômage. Et pour la retraite, si vous avez été salarié longtemps et que vous passez auto-entrepreneur, maintenant, de toute manière, on intègre directement le régime général. Donc, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, hein, l'assurance retraite. Et le calcul de trimestre, en fait, se fait en fonction du chiffre d'affaires. On va le voir après avec le tableau, ça sera beaucoup plus parlant. Hein. Voilà. Alors, du coup, les principes. Donc, en plus donc, du coup, du pourcentage que je vous disais pour les cotisations et contributions, on a vu avant, plus la contribution formation professionnelle, plus la taxe de chambre du commerce ou chambre des métiers en fonction de l'activité, on peut bénéficier, on peut payer en même temps que nos cotisations le revenu. Donc, ça veut dire que ça s'appelle option du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, en fait, c'est pareil, ça se trouve dans le formulaire quand vous allez choisir. On va vous demander si vous souhaitez ou non bénéficier de cette option de versement libératoire de l'impôt. Donc, en fait, c'est vrai que cette option de versement libératoire de l'impôt permet de payer en même temps que les cotisations l'impôt sur le revenu. Hein. Voilà. La condition, par contre, c'est avoir un revenu fiscal de référence par part de caution familiale en 2019 qui n'excède pas 27 794 €. Donc, si notre revenu de référence par part dépasse ce montant, on ne peut pas adhérer à ce versement libératoire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que en plus du pourcentage, donc par exemple, le pourcentage, on va dire classique, c'est 22%. On a les 0,10% de contribution formation professionnelle, par exemple. Et on va avoir du coup un taux supplémentaire de 2,20 ou 1 ou 1,70 en fonction de la nature de l'activité. Mais c'est pareil, vous allez avoir un petit tableau derrière qui sera un peu plus parlant. Et on va le rajouter du coup au taux classique. Voilà, donc en fait, le paiement de cette cotisation permet donc de payer l'impôt sur le revenu en même temps que les cotisations. Après, si on ne le choisit pas de toute manière et que vous êtes déjà au prélèvement à la source, du coup, il faudra voir avec les impôts pour que peut-être recalculer votre prélèvement à la source en fonction de ce que vous pourrez gagner, ou alors le taux de prélèvement à la source se mettra à jour dès que vous allez faire votre déclaration de revenus réels au niveau des impôts. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que si vous choisissez cette option, alors ce qui est intéressant, c'est quand on a un double statut, par exemple, on est salarié
et à côté, on est auto-entrepreneur, ça permet de dissocier les deux revenus, ou si on a d'autres revenus à côté. Hein. Si on est retraité, par exemple, et qu'on perçoit une pension et qu'on est auto-entrepreneur, et qu'on choisit cette option, ça permet voilà, de dissocier les deux, les deux revenus, en fait. Donc, ça veut dire que les impôts vont calculer les deux revenus séparément au niveau de l'impôt, parce que du coup, ils vont prendre en compte pour le paiement de l'impôt, hein, pas pour le calcul de l'impôt, mais pour le paiement de l'impôt, ils vont prendre en compte, par exemple, que vos salaires, puisque vous aurez déjà payé votre revenu d'auto-entrepreneur avec vos cotisations. Donc après ça, c'est un peu technique, entre guillemets. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est voir directement sur le site des impôts, hein, impôts.gouv. Vous pouvez faire des simulations. Et puis aussi, vous pouvez directement contacter le centre des impôts du côté entreprise, du coup, puisque maintenant vous êtes une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, hein, et vous pourrez leur poser des questions justement sur le versement libératoire de l'impôt. Alors, il faut savoir que ce versement libératoire de l'impôt, si par exemple vous ne le cochez pas lors de la création, vous pouvez, dans les 90 jours suivant la création de cette activité, faire une demande écrite auprès de l'URSSAF pour y adhérer, par exemple. Donc, c'est vrai que vous pouvez, par exemple, ne pas le cocher immédiatement lorsque vous créez votre activité, vous renseigner auprès des impôts. Si vous voyez que c'est intéressant pour vous, à ce moment-là, vous nous écrivez et nous, on rajoutera ce versement libératoire de l'impôt. Au contraire, c'est pareil pour le contraire. Hein, si vous l'avez coché et que finalement, ce n'est pas intéressant, vous n'y avez pas le droit, vous nous écrivez, nous, on le retirera également dans les 90 jours, donc suivant la création. Et si vous êtes en activité ou que les 90 jours ne sont pas assez et que vous souhaitiez ôter ou adhérer à ce versement libératoire de l'impôt, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut nous écrire avant le 30 septembre de l'année en cours pour que ça soit effectif pour l'année d'après, puisque ça sera effectif qu'en année civile. On parle toujours vraiment que d'année civile à chaque fois avec l'auto-entrepreneur. Donc, le chiffre d'affaires en année civile, le versement libératoire de l'impôt, c'est pareil en année civile. Donc, il faudrait, par exemple, là, en 2021, j'ai créé une activité, mais les 80 sont déjà passés et que je vais adhérer au versement libératoire de l'impôt. Je vais créer mon URSSAF avant le 30 septembre pour demander d'adhérer à ce versement libératoire et ça sera effectif qu'en 2022, par contre, au 1er janvier 2022. Pareil, si vous voulez le retirer, il faut nous écrire avant le 30 septembre et du coup, on l'ôtera et ça sera effectif, pareil, toujours pareil, en 2022. Donc ça, c'est vraiment que si les 90 jours sont dépassés. Voilà. Après, il y a une contribution foncière des entreprises. Alors, la contribution foncière des entreprises, en fait, c'est comme une taxe professionnelle. Hein. Enfin, c'est anciennement la taxe professionnelle, justement. Et c'est les impôts qui la demandent. Hein. Alors, la première année, vous êtes exonéré. La seconde année, vous pouvez parfois la payer. Après, voilà, il faut que, par exemple, on vous indique là, exonération de la CFE en cas de chiffre d'affaires de 2018, avant-dernière année, inférieur à 5 000 €. Alors là, on est en 2021, donc ça sera le chiffre d'affaires de 2019. Si pareil, mais bon, après, là, vous faites une création d'activité, donc ce n'est pas votre cas. Il faut juste savoir que si vous créez l'activité, la première année, vous êtes exonéré. Et après, pour les autres années, il faudra avoir avec les impôts en fonction de votre chiffre d'affaires, si vous la devez ou non. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est un formulaire que vous êtes envoyé quand vous allez valider votre création d'activité. Vous allez recevoir un courrier des impôts avec un formulaire. Donc le formulaire, il faut bien le renvoyer parce que ça va déterminer justement ce fameux paiement de contribution foncière des entreprises. Et si vous ne le renvoyez pas, il vous taxe automatiquement les impôts. Hein. Donc après, voilà, pour en savoir plus, vous avez un site www.service-public.fr/professionnel au pluriel, -entreprise au pluriel, /vos droits, etc. Donc là, voilà. Donc, le versement libératoire, c'est vraiment voilà, un choix personnel. Donc, peut-être se renseigner au préalable auprès des impôts. Et puis, la CFE, c'est les impôts qui gèrent de toute manière automatiquement. Voilà. Alors, on va passer du coup à la suivante. Alors, lors de la création d'activité, c'est toujours pareil. Hein, vous pouvez bénéficier en fait d'une aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Donc, ça s'appelle l'ACRE. L'ACRE, donc voilà, elle permet, donc, c'est une aide à la création d'entreprise, elle permet une exonération
partiel de charges sociales, ça veut dire que vous allez avoir au lieu du taux plein de cotisation, vous allez avoir un taux minoré, réduit, hein, et ça pendant 1 an, pendant le mois d'activité. Donc, en fait, la demande, il faut faire attention parce qu'il faut l'adresser à l'URSSAF dans les 45 jours suivant la création d'activité. Et surtout, il faut aussi le faire en ligne sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc, même si vous n'avez pas créé de compte, vous pouvez en fait envoyer le formulaire avec une copie de votre pièce d'identité et les justificatifs associés à la situation pour la demande d'ACRE directement en ligne. Voilà, en ligne, de toute manière, vous allez voir, il y a écrit ACRE et il y a écrit télécharger le formulaire. Donc, vous téléchargez le formulaire, vous remplissez, et ensuite, on vous dit la demande, vous envoyez la demande avec une copie de votre pièce d'identité et les justificatifs. En fait, bénéficier cette aide, en fait, hein, pour avoir le taux minoré, il faut répondre à une situation suivante. Donc, en fait, il faut être soit demandeur d'emploi ou indemnisable. Voilà, on a été censé au chômage, donc on inscrit à Pôle emploi. Et c'est Pôle emploi, en fait, qui va. Vous avez du coup l'ouverture des droits, donc on a besoin soit de l'ouverture du droit, soit le calcul de l'indemnité. Donc ça, vous envoyez avec votre pièce d'identité et avec le formulaire ACRE. Vous ne m'entendez pas bien? Céline, tout ce que vous venez de dire, là, les 3 dernières minutes, on n'a rien entendu. Ah bon? Ah mince. Parce qu'en fait, du coup, je n'ai pas du tout bougé, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, du coup, je disais en fait que l'ACRE, il faut l'envoyer sur... Vous m'entendez là ou pas? C'est encore... c'est bon. Oui, on t'entend, Céline. Ah, d'accord, ok. Bon, ça va alors. Donc, en fait, l'ACRE, c'est un formulaire qu'il faut remplir. Il faut l'envoyer sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, même si vous n'avez pas de compte, comme je vous ai dit, auto-entrepreneur. Hein. Et du coup, il faut l'envoyer avec une copie de pièce d'identité, quoi qu'il arrive, plus le justificatif associé, voilà, dans l'une des situations qu'on a là sous les yeux. Donc, soit vous êtes demandeur d'emploi indemnisable, donc là, c'est une notification d'ouverture de droit ou de calcul d'indemnité chômage que vous avez directement sur votre espace en ligne Pôle emploi. Donc, ça, c'est pour indemniser. Indemnisable, ça veut dire que c'est Pôle emploi qui vous crée un courrier, une notification en disant que vous allez pouvoir être indemnisé, par exemple, je ne sais pas moi, au mois d'avril, là, voilà, vous serez indemnisé au mois d'avril. Donc ça fonctionne aussi. Ensuite, vous pouvez être demandeur d'emploi non indemnisé. Mais alors après, pour ça, il faut être inscrit 6 mois minimum au Pôle emploi au cours des 18 derniers mois. Donc, en effet, là, c'est pareil, ça sera du coup une notification Pôle emploi où il y aura voilà, la date de création la date de création à Pôle emploi et avec les réactualisations courantes. Donc, il faut que ça tienne au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois. Soit vous êtes bénéficiaire du RSA, donc là, pareil, justificatif, il nous faut le justificatif. Jeunes de 18 à 25 ans révolus, ça, c'est une carte d'identité suffisante. Bénéficiaire de l'allocation solidarité spécifique, donc là, c'est pareil, les justificatifs aussi. Hein. Jeunes de moins de 30 ans non indemnisés ou reconnus handicapés, donc là, c'est une simple lettre de votre part en indiquant qu'avec votre pièce d'identité, que vous avez moins de 30 ans et que vous ne percevez du coup aucune indemnisation chômage. Jeunes de moins de 30 ans non indemnisés, voilà, donc conditions d'activité extérieure à l'ouverture des droits de chômage, donc c'est ce que je vous disais, hein, mais alors il y a 2 fois. Alors, la deuxième, la non indemnisée, car ne remplissant pas la condition de durée d'activité antérieure au chômage, donc ça veut dire qu'on n'a pas de chômage mais qu'on est moins de 30 ans, donc là c'est une simple attestation sur l'honneur. Et l'autre, 30 ans non indemnisé, c'est voilà, on n'a pas de RSA, ou on n'a pas d'ASS, enfin voilà. Et ensuite, donc après, là, c'est des cas un peu plus rares, mais ça peut arriver. Hein, une personne ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise, remplissant l'une des conditions ci-dessus. Donc, il faut avoir quand même les conditions auparavant qu'on a énumérées. Hein.
salariés ou personnes licenciées d'une entreprise en redressement et liquidation judiciaire ou sauvegarde. Voilà. Et une personne créée en reprenant une entreprise implantée dans un quartier prioritaire. Bon, voilà. Bon, après, tout ça, là, c'est des cas un peu spécifiques, mais en général, on sait si on est dans ces cas-là ou non, hein, justement, puisque c'est des cas spécifiques, justement. Voilà. Donc, en fait, il faut le justificatif avec le formulaire ACRE, plus le formulaire à compléter, le justificatif et la pièce d'identité, envoyez le tout sur autoentrepreneur.urssaf.fr. Alors, en cas de refus, deux cas de refus. Donc, le premier cas, c'est qu'on a déjà bénéficié de l'ACRE et que les 3 ans, auparavant, l'ACRE était attribué sur 3 ans. Donc, ça veut dire qu'on avait déjà une activité, on a déjà bénéficié de l'ACRE et les 3 ans ne sont pas passés, les 3 ans de l'ACRE. Donc là, on ne pourra pas bénéficier à nouveau de l'ACRE. Il faudra attendre que les 3 ans soient passés et du coup, recréer une activité après ces 3 ans pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Donc là, on vous le dit bien, vous ne devez pas avoir bénéficié de cette aide depuis 3 ans. Cette période de 3 ans se situe entre la fin de cette exonération et la date de création de l'entreprise en 2020. Ensuite, sinon, vous ne devez pas être en situation de reprise d'activité identique à la suite d'une radiation, année en cours plus une année civile complète. Donc, ça veut dire que si vous aviez déjà créé une activité auparavant, par exemple, là, en 2020, vous avez radié au cours de l'année 2020 et que vous aviez eu l'ACRE et que vous voulez reprendre l'activité, ou que vous aviez ou non l'ACRE, hein, et que vous voulez reprendre l'activité en 2021, vous ne pourrez pas bénéficier de l'ACRE puisque vous aviez déjà une activité auparavant, qu'il n'y a pas eu une année complète entre deux qui s'est écoulée, en fait. Là, il faut faire attention. Après, si vous avez un doute, de toute manière, vous pouvez toujours faire la demande. Il arrive, les personnes en charge des attributions d'ACRE vous répondront oui ou non. Et en cas de refus, par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, vous pouvez la contester auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF. Donc, ça sera inscrit sur le courrier de refus. Il faut faire attention parce qu'il y a des délais pour pouvoir justement contester cette décision. Il faudra vos motivations justificatives pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la décision de l'URSSAF. Voilà. Mais sinon, il y a 2 cas quand même spécifiques dans lesquels vous n'aurez pas l'ACRE quoi qu'il arrive. Céline ? Oui. J'ai 2 questions. Une question qui demande quel est le meilleur moment pour s'inscrire. Si c'est à la première commande, à la première vente, quand on commence sa prospection. Et l'autre question, c'est par rapport aux 45 jours. Elle est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'on compte ces 45 jours à partir du moment de l'inscription ou du début de l'activité? Alors, normalement, on compte au moment de l'inscription. Parce qu'en fait, le début d'activité, normalement, quand on crée son activité, c'est qu'on a déjà commencé, qu'on commence le jour même, ou qu'on a déjà commencé, mais il ne faut pas monter normalement à plus de 8 jours, en fait. Parce qu'on a 8 jours pour déclarer son activité, normalement. On n'est pas censé remonter sur plusieurs mois, parce que là, normalement, ça ne marche pas. Alors après, en ligne, vous pouvez remonter jusqu'à 3 mois. Mais en général, voilà, c'est quand on s'inscrit, c'est que on a déjà bien réfléchi à son projet. Donc d'ailleurs, il y a un site qui est sur bpi-france.fr sur lequel vous pouvez, par exemple, si vous voulez simuler votre projet et bien préparer votre projet, il vous aide également avant de vous inscrire, bien sûr. Mais voilà, normalement, on est censé s'inscrire. Quand on s'inscrit, on a commencé l'activité le jour même, ou on a commencé l'activité antérieurement, mais sur 8 jours uniquement. On n'est pas censé créer l'activité en anticipé. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment au jour de l'activité, mais vraiment le jour de la création d'activité, les 45 jours que commence pour le demande d'ACRE. Voilà. Ensuite, à quel moment on commence? Alors, à quel meilleur moment pour commencer l'activité? Je ne pourrais pas vous dire réellement. Après, il faut faire attention à l'ACRE. D'ailleurs, on va le voir sur la page d'après, parce que l'ACRE, c'est sur 1 an. Et en fait, si tu peux tourner du coup, Nadia, s'il te plaît, parce que du coup, ça va aider à comprendre avec la réponse de cette question. Voilà. En fait, si on peut bénéficier de l'ACRE et qu'on commence l'activité,
le bénéfice de l'ACRE, en fait, il est jusqu'à la fin du 3e trimestre civil suivant la date de début d'activité. Donc, ça veut dire que, voilà, là, vous avez 2 exemples. Hein. Vous avez commencé le 15 janvier 2021. Vous aurez le LACRE jusqu'au 31 décembre 2021, puisque on est déjà dans le 1er trimestre. Hein. Donc, il faut compter 3 trimestres civils suivants. Ensuite, pour la création au 25 mars, c'est la même chose. Ça sera jusqu'au 31 décembre 2021, puisqu'on est toujours dans le 1er trimestre. Donc, les 3 trimestres suivants, ça arrive au 4e trimestre, donc le 31 décembre 2021. Donc, après, c'est vrai que si vous voulez calculer pour avoir, on va dire, entre guillemets, au mieux, le plus possible d'ACRE, en général, c'est sûr que c'est mieux de commencer en début d'année ou en début de trimestre, en fait. Voilà, en début de trimestre. Voilà, en début de trimestre civil, hein, toujours pareil. Donc, si par exemple vous commencez, bon là on est au mois de mars, mais imaginons que vous commencez au mois d'avril, normalement l'ACRE vous l'aurez jusqu'au 31 janvier, puisque du coup c'est les 3 trimestres suivants. Voilà. Donc en fait on vous indique que l'ACRE, donc c'est pendant 1 an, et donc là vous avez les taux ACRE. Donc, si vous êtes en vente de marchandises, vous avez 6,4%. Donc, c'est les fameux pourcentages des cotisations que l'on a vues avant, hein, qui regroupaient assurance maladie, retraite, CSG-CRDS, allocation familiale, etc. Donc, ça, c'est le taux minoré. Les prestations de services, donc, que vous soyez artisanal, commercial, profession libérale, non réglementée, c'est 11%. Si vous êtes profession libérale réglementée, relevant de la CIPAD, donc c'est toujours pareil, la fameuse liste qui est inscrite sur auto-entrepreneur.ursaf.fr ou sur la CIPAV, vous avez 12,10% pendant 1 an, enfin les 3 trimestres suivants civils. Hein. Et si vous êtes en location de meublé de tourisme classé, c'est 3%. Donc en fait, à ce taux va s'ajouter donc le taux des taxes, si vous êtes voilà, chambre du commerce, chambre des métiers, si vous avez la taxe, plus la contribution formation professionnelle, les fameux 0,10, 0,20, 0,30% que l'on a vu auparavant. Et si vous avez choisi le versement libératoire de l'impôt, il y a le taux aussi du versement libératoire qui s'ajoute. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est vraiment voilà, les taux ACRE que vous pouvez bénéficier avec le formulaire ACRE que vous aurez envoyé auparavant. Mais après, de toute manière, vous recevez un courrier dès que vous recevez dès que vous envoyez votre demande d'ACRE, vous recevez un accusé de réception et vous recevez après ensuite, dans les 1 mois suivant votre création d'activité, la décision d'accord ou de refus de l'ACRE. Hein. Voilà. Donc, on peut passer à la suite. Alors, du coup, là, on va voir vos interlocuteurs et les cotisations. Donc, quand on est travailleur indépendant, donc en fait, quand on est auto-entrepreneur, hein, bien sûr, parce que là, on parle d'auto-entreprise. Alors après, une auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Hein, donc, c'est pour ça qu'on dit un travailleur indépendant aussi. Hein, qu'on soit artisan, commerçant, profession libérale, réglementée. Les interlocuteurs, donc, pour les cotisations, pour le calcul et le paiement de cotisation, c'est l'URSSAF, sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc, quand vous aurez votre compte ensuite en ligne, vous pourrez donc poser vos questions si jamais vous avez des demandes via votre espace en ligne. Hein. Pour la santé, donc c'est l'assurance maladie sur amélie.fr. Hein. Et pour la retraite, c'est l'assurance-retraite.fr. Donc, ça, c'est tous les régimes généraux, donc URSSAF, assurance maladie et assurance retraite, directement, où vous aurez chaque compte pour vos prestations et cotisations pour l'URSSAF. Hein. Voilà. Après, si on est professionnel libéral relevant de la CIPAV, donc c'est toujours cette fameuse CIPAV, hein, là, les cotisations, c'est toujours la même chose, c'est l'URSSAF, parce que l'URSSAF toujours s'occuper des cotisations sociales, quoi qu'il arrive. L'assurance maladie, c'est toujours sur amélie.fr, toujours pareil, ça ne change pas. Il y a juste au niveau de la retraite que ça change, puisque là, du coup, ça ne sera pas l'assurance retraite, mais ça la CIPAV. Sur la CIPAV.fr, vous pourrez reconsulter, vous pourrez consulter du coup vos droits à la retraite, les trimestres que vous avez cumulés, etc. Donc là, c'est vraiment les interlocuteurs.
Alors, après, au niveau du calcul des cotisations de l'impôt sur le revenu. Donc là, voilà, on a le fameux tableau. Hein, donc, on applique le pourcentage en fonction du chiffre d'affaires, toujours pareil, en fonction de l'activité. Hein. Donc, là, on a mis, alors, dans le régime micro-social simplifié, dans la colonne que vous voyez, là, ce sont les taux pleins. Donc, ça veut dire c'est les taux si vous n'avez pas d'ACRE. Donc, la vente de marchandises, c'est 12,8%. Les prestations de services commerciaux ou artisanales et les autres prestations de services profession libérale, donc c'est-à-dire les autres prestations de services profession libérale, donc là on regroupe tout, hein, profession libérale réglementée ou non réglementée, c'est 22%, et les loueurs de meublés, tourisme placé, c'est 6%. En fait, à ce taux, on ajoute le versement libératoire de l'impôt, donc là il y a 1% pour les ventes, prestations de services artisanales commerciales, c'est 1,70%. Et pour les autres prestations de services, c'est 2,2%. Et les locations meublées, 1%. Alors après, c'est vrai, je ne parle pas trop de location meublée parce que c'est un peu particulier et on n'en a pas beaucoup non plus. Voilà, mais bon, il faut savoir voilà, qu'il y a des taux quand même et qu'on peut bénéficier du régime auto-entrepreneur pour ces activités-là. Voilà, donc là, on vous donne le total. Donc ça sera le total avec le versement libératoire de l'impôt. Et il ne faut toujours pas oublier la fameuse contribution formation professionnelle. Donc, si on est en vente de marchandises, c'est 0,10. Si on a prestation de services artisanales ou commerciales, c'est 0,10. Si on est profession libérale, alors là, ça change parce que si c'est profession libérale réglementée, c'est 0,20. Non réglementée, 0,10. Et location meublée, du coup, ça sera 0,10 aussi. Voilà, donc à chaque fois, il ne faut pas oublier de rajouter la contribution formation professionnelle et la taxe de chambre. Mais bon, en fait, la taxe pour les chambres du commerce et les chambres des métiers, c'est moins d'1%, 0,0045 et 0,00, je ne sais plus trop. Mais en fait, la première année, vous ne la payez pas, en fait. C'est comme la CFE, vous ne la payez pas, en fait. Vous la payez qu'à partir de la deuxième année. Si vous ne payez toujours pas de contribution foncière d'entreprise, vous ne payerez pas de taxes en fait. Donc, quand vous ne payez pas de contribution foncière d'entreprise, vous ne payez pas de taxes à la Chambre des métiers ou à la Chambre du commerce. Et si par contre vous payez de la contribution foncière d'entreprise au bout de la deuxième année, vous paierez une taxe, voilà. Mais elle est à moins de 1%. Hein. Voilà. Donc on peut passer à la suite. Donc, comme on a vu auparavant, si on est artisan, commerçant, professionnel réglementé, c'est l'assurance maladie du .fr qui s'occupe de vous. Question libérale d'ASPAP, c'est la même chose, c'est amélie.fr, donc l'assurance maladie qui s'occupe également de vous. Hein. Voilà, donc vous relevez directement voilà, de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de votre résidence. Voilà, donc elle prend en charge l'ensemble des prestations, donc remboursement, donc tout ce qui est médecin, médicaments, etc. Les prestations maternité, paternité, les indemnités journalières, donc uniquement pour les artisans, commerçants et professions libérales non réglementées. Hein, c'est toujours pareil, les professions libérales réglementées relevant de la CIPAV, ils n'ont pas d'indemnité journalière. La CMU, voilà, l'ouverture des droits à la complémentaire santé solidarité, l'invalidité, le décès, la prévention et l'action sociale. Donc, en fait, tout ça, vous pouvez, en fait, vous aurez, dès que vous allez vous inscrire, de toute manière, vous allez recevoir une notification de l'assurance maladie qui va vous dire qui vous connaît en tant qu'auto-entrepreneur. Et après, voilà, vous pourrez accéder à votre espace en ligne sur amélie.fr et vous pourrez voir, du coup, à chaque fois, par exemple, si vous avez besoin voilà, d'indemnité journalière parce que vous êtes malade, ou que voilà, vous êtes en maternité, vous pourrez à chaque fois simuler à chaque fois sur votre espace en ligne, amélie.fr, ou contacter directement l'assurance maladie pour savoir ce qu'il en est. Hein. Voilà. Donc, on peut passer à la suite. Voilà, donc là, on vous récapitule un peu. Oui, il y a une question? Non? Est-il possible d'obtenir un rendez-vous avec l'URSSAF en physique? Ah oui, bien sûr, oui, oui. En fait, vous avez un site ursaf.fr
Vous avez sur l'URSSAF.fr, vous avez une carte de France. Quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les URSSAF qui sont regroupées. Donc, vous choisissez votre URSSAF. Après, vous allez avoir, voilà, on vous demande si vous avez un compte ou non URSSAF, donc vous dites non. Ça sera plus simple, hein, parce que de toute manière, vous n'en avez pas, que les seuls comptes que vous aurez, ça sera sur auto-entrepreneur.urssaf.fr, mais si vous venez de vous créer, par exemple, vous n'aurez pas encore de compte. Hein. Donc, vous allez sur cette fameuse carte de France, vous continuez sans authentification, et ensuite, vous aurez une rubrique et il y aura demande de rendez-vous. Donc, il faudra cliquer sur demande de rendez-vous. Et après, on vous dit, alors il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs rendez-vous maintenant. Il y a les rendez-vous téléphoniques et physiques et bientôt webcam. Donc, il faut bien choisir, au lieu de par téléphone, il faut bien choisir avec le menu déroulant dans nos locaux. Et c'est là qu'il faut cliquer. Et ensuite, vous choisissez du coup l'URSSAF dans laquelle vous souhaitez aller, parce que vous pouvez aller dans n'importe quelle URSSAF de France. Hein. On est tous compétents pour les renseignements et pour vous créer votre activité si jamais vous ne l'avez pas fait en ligne et que vous voulez le faire directement sur site. Alors, il faut faire attention parce que sur site, nous, on peut procéder qu'aux créations d'activités des professions libérales. Hein. On ne pourra pas faire les commerciales et les artisanales, parce qu'on n'est pas encore compétent pour ça, puisque comme je vous dis, normalement, c'est les chambres du commerce et les chambres des métiers qui devraient le faire. Et en ligne, forcément, c'est un peu géré différemment. Donc, quand vous venez sur le site URSSAF, on peut voilà, vraiment procéder qu'à la création. Après, on pourra vous renseigner, on pourra vous donner les informations nécessaires, on pourra tout vous dire par contre pour votre activité. Mais pour la création, il faut faire attention, il n'y a que les professions libérales qu'on effectue au centre d'accueil. Et après, sinon, après, on pourra vous accompagner sur le site et puis vous le ferez de chez vous par la suite, hein, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous êtes commerçant ou artisan. Hein. Voilà, donc du coup, il faut bien faire attention. URSSAF.fr, carte de France, continuez sans authentification. Vous choisissez votre URSSAF et il faut bien, avec le menu déroulant, aller dans nos locaux et pas par téléphone. Parce que sinon, il y a des rendez-vous téléphoniques, mais il y a aussi des rendez-vous physiques. Hein. Voilà, donc en fait, vous avez le choix. Voilà, donc en fait, l'assurance maladie, donc là, on va passer rapidement parce que c'est vrai que du coup, nous, on n'est pas directement impacté par ça, hein, l'URSSAF. Là, c'est vraiment Amélie, sur amélie.fr, vous pouvez avoir les renseignements et auprès de l'assurance, auprès de la CEPAM de votre résidence que vous pouvez vous renseigner. Hein. Mais c'est juste pour avoir un peu une idée. Donc, les prestations en nature, donc consultation, médicaments, hospitalisation, hein, voilà. Donc, vous avez la couverture de base comme tout le monde, en fait. Hein. Donc, on est tous remboursés pareil pour les médecins, pour les médicaments, etc. Pour les prestations en espèces, indemnités journalières, donc là, c'est pareil. Hein, il y a un mode de calcul. Alors après, ça dépend aussi des conditions, ça dépend de la date d'activité, etc. Donc là, c'est pareil, il vaut mieux se renseigner directement auprès de la CEPAM, ils sauront mieux vous renseigner. Pour la maternité, c'est pareil aussi, puisque normalement, il faut être inscrite au moins 10 mois avant la date présumée de l'accouchement hein, pour pouvoir avoir l'ouverture des droits à la prestation maternité. Les accidents du travail, donc voilà, donc on vous dit qu'il y a une possibilité de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Et aussi une assurance complémentaire spécifique que vous pouvez souscrire aussi à la caisse primaire d'assurance maladie ou un assureur privé. Et la complémentaire santé, là, par contre, les mutuelles, hein, là, c'est à libre choix directement de chacun. Hein. Voilà. Donc, on va passer à la retraite. Donc, la retraite, en fonction de si vous êtes à l'assurance retraite, Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV ou la CIPAV. Hein. Donc, voilà, donc vous avez 50% du revenu moyen sur les 25 meilleures années. Hein. Donc, toujours pareil, c'est sur votre site d'assurance-retraite.fr ou directement contacter la CNAV si vous voulez avoir plus de renseignements sur le montant que vous pourrez présumer de votre retraite ou les trimestres que vous avez validés également. Hein. Pour les professions libérales, donc relevant de la CIPAV, calculer les différents. Alors, moi, je ne le connais pas. Là, il faut voir directement auprès de la CIPAV aussi. Et c'est sur votre site, parce que vous aurez aussi un compte en ligne hein, sur la CIPAV.fr. Donc, il faudra bien créer cet espace. Alors, il faut faire attention parce que
quand vous créez de la CIPAV, en fait. Hein. Donc après, c'est à vous-même d'aller directement en ligne sur vos espaces en ligne ou créer des espaces en ligne pour voir après si vous souhaitez avoir des renseignements sur la et voir justement si vous connaissez bien en tant qu'auto-entrepreneur, hein, parce que en général, les informations sont envoyées directement avec la création de votre activité. Alors avec la CIPAV, il y a un peu plus de difficultés parfois, mais voilà, juste prévenir peut-être avec l'attestation, par exemple, d'affiliation que vous recevrez de l'URSSAF, puisque vous recevrez une notification d'affiliation, peut-être envoyer un double à la CIPAV ou à l'assurance retraite, juste pour bien dire que vous êtes auto-entrepreneur également. Hein. Voilà. Donc après la retraite complémentaire obligatoire, bah là c'est toujours pareil, hein, travailleur indépendant, donc la CIPAV, invalidité d'essai, donc là c'est pareil aussi, on vous dit que la calcule en fonction du pourcentage, donc c'est toujours pareil à chaque fois hein, sur l'assurance retraite ou sur la CIPAV. Et la retraite complémentaire facultative, là par contre, c'est non couvert à titre obligatoire, hein, donc c'est souscrire auprès d'un organisme privé. Et donc là vous avez le site. Si vous souhaitez pour bah voilà, c'est le même site que pour les médiateurs, hein, www.economie.gouv.fr, sauf que il y a différentes renseignements par la suite. Là, c'est père-épargne-retraite, alors que moi, pour tout à l'heure, pour les médiateurs, je vous disais, voilà, c'est liste-des médiateurs, en fait. Hein. Voilà. Donc, mais c'est sur le même site. Voilà, alors après, voilà, donc la fameuse question de tout à l'heure avec la retraite, hein, donc pour valider les trimestres de base, hein, vous devez réaliser un certain nombre, un certain chiffre d'affaires forcément, hein, en fonction de votre activité. Donc, pour valider, par exemple, pour les artisans commerçants et professions libérales non réglementées, donc on parle vraiment que d'eux, parce que comme on disait, la CIPAV, c'est un peu particulier, et donc ils ont leur propre calcul, pardon. Donc là, il faut voir directement avec la CIPAV, hein, voilà, vous pouvez consulter le guide de la CIPAV d'ailleurs, sur leur site également. Mais normalement, voilà, pour 4 trimestres, il faut avoir cotisé faut avoir eu un minimum de chiffre d'affaires de 9 120 € pour pouvoir valider 4 trimestres civils. Voilà. Donc après, au niveau du calcul des droits, là, ça diffère. Hein, donc après, toujours pareil, il faut voir sur l'assurance retraite ou sur la CIPAV. Mais voilà, il faut savoir que pour valider 4 trimestres, il faut avoir 9 120 € de chiffre d'affaires dans une année. Voilà. Alors, pour les autres assurances, donc au niveau de la famille, donc là, il y a la CAF hein, qui prend en compte, on a les prestations identiques à celles des salariés, hein, selon votre situation familiale et vos revenus. Vous pouvez bénéficier d'allocations familiales ou de la prime d'activité aussi. Il ne faut pas oublier que la prime d'activité peut être complémentaire à l'auto-entreprise. Donc, ça veut dire que si vous avez un petit revenu, vous pouvez demander à côté la prime d'activité. Ce n'est pas incompatible, justement. Ensuite, et la formation professionnelle. Donc là, c'est toujours pareil, c'est ouvert. Oui, on parle d'année civile hein, pour valider les trimestres. La formation professionnelle, le droit, il est ouvert avec le versement de la contribution forfaitaire. Hein, vous disiez tout à l'heure avec les fameux 0,10, 0,20 ou 0,30. Donc ça, en fait, il va y avoir un organisme qui sera dédié selon votre activité. Donc, en fait, vous le saurez, à chaque fin d'année, en fait, vous pouvez demander sur votre espace en ligne une attestation de formation professionnelle, de contribution à la formation professionnelle. Normalement, elle est délivrée automatiquement sur votre espace en ligne. Hein. Et en fait, vos attestations, vous avez pour la formation professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur. Et du coup, c'est auprès de cet organisme qu'il faut vous renseigner si jamais vous souhaitez suivre une formation, s'ils prennent en charge votre formation. Voilà. Au niveau du chômage, en fait, si vous gagnez plus que 9 120 € pour la retraite, là, j'étais en train de lire une question, je réponds en même temps, du coup, de toute façon, on ne peut pas aller au-delà de 4 trimestres, parce que dans une année civile, il n'y a que 4 trimestres. Donc après, ce n'est pas que c'est cadeau, c'est juste que ça va être calculé
ça va vous permettre d'avoir plus de droits à la retraite au niveau du paiement, après, enfin, au niveau du versement de la pension. Après, c'est calculer votre versement à la pension qui va être qui va servir le montant du coût du chiffre d'affaires s'il est supérieur à 9 000 euros. Hein. Voilà. Alors, au niveau du chômage, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas couvert, hein, mais il y a une possibilité de souscrire auprès d'un organisme privé. Donc là, après, vous pouvez vous renseigner aussi pareil sur pôle emploi.fr. Je sais qu'ils ont des informations aussi. Et sur mesdroitssociaux.gouv.fr. Mesdroitssociaux.gouv.fr. Donc là-dessus, vous avez justement toutes les informations si nécessaires concernant voilà, vos droits sociaux du coup. Et il y a une rubrique aussi également chômage dedans. Voilà. On peut passer à la suite. Voilà. Alors, les modalités de déclaration de paiement. Donc, les déclarations de paiement doivent être effectuées uniquement en ligne, sur l'espace en ligne, hein, sur autoentrepreneur.irsap.fr. Alors là, on a mis mensuellement ou sur option trimestrielle. Oui, en fait, vous choisissez. Mais c'est juste que si vous bénéficiez de l'ACRE, en général, et que vous êtes dépendant de Pôle emploi, en général, Pôle emploi demande d'être mensuel. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a mis automatiquement mensuellement. Mais vous pouvez être trimestriel si jamais vous n'avez pas d'ACRE et que vous ne dépendez pas de Pôle emploi. Hein. Donc, voilà. Après, c'est pareil pour le RSA aussi. On demande d'être mensuel si vous bénéficiez du RSA pour ensuite donner les justificatifs. Donc, en fait, dès qu'on a l'ACRE, c'est mieux d'être mensuel. Si on n'a pas l'ACRE, on peut être trimestriel si on souhaite être trimestriel. Hein. Voilà. Alors, la déclaration du chiffre d'affaires. Alors, il faut faire attention, en effet, parce qu'il faut bien déclarer, même si vous avez 0 €, il faut quand même déclarer, quoi qu'il arrive. Toujours faire des déclarations. Donc, si vous êtes mensuel, il y en a 12 à faire dans l'année. Si vous êtes trimestriel, il y en a 4 à faire dans l'année. Quoi qu'il arrive, il faut les faire. Voilà. Donc, en fait, les premières déclarations, par contre, il faut faire attention parce que quand vous allez créer votre activité et qu'ensuite, quand vous allez recevoir la notification auto-entrepreneur de la part de l'URSSAF, vous allez créer votre espace en ligne, à part si vous l'avez déjà créé au préalable, puisque pour la création du compte en ligne, maintenant, on vous demande déjà de créer un compte en ligne directement. Mais vous allez voir qu'après, quand vous allez aller sur votre compte, vous aurez un calendrier d'échéances. Et les premières échéances seront à 90 jours, plus le mois en cours. Si vous êtes mensuel, mais trimestriel, c'est pareil, hein, il y a aussi les 90 jours. Donc, en fait, imaginons, vous créez en octobre les déclarations. Donc, vous êtes mensuel. Vous créez en octobre. Les déclarations des 4 premiers mois donc, seront à faire en février. Donc, ça veut dire qu'il y aura octobre, novembre, décembre, janvier. Donc ça fait 4 à faire en février. Puis ensuite, février, vous le ferez en mars, puisqu'à chaque fois, c'est décalé comme ça. Hein. Donc, ensuite, avril, ça sera à faire en mai, en juin, etc. etc. Ça reprendra l'exigibilité classique. C'est juste que pour les premières déclarations, on met toujours les 90 jours. Donc, c'est les fameux 90 jours de tout à l'heure qu'on avait pour le versement libératoire de l'impôt. En fait, c'est un terme légal obligatoire qui est imposé du coup pour justement permettre à la personne qui a créé son activité de changer quoi que ce soit de son activité. Par exemple, voilà, la périodicité, vous souhaitez être en fait trimestriel au lieu de mensuel, vous pouvez changer dans les 90 jours. Vous voulez le versement libératoire ou vous ne voulez plus dans les 90 jours. Vous vous êtes trompé dans l'activité, pareil, vous pouvez changer dans les 90 jours. Enfin voilà, il y a tout ça, ça permet, c'est vraiment un terme légal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour les premières déclarations si vous n'avez pas accès en ligne directement aux dates d'exigibilité classiques, puisqu'il y a les 90 jours. Et de toute manière, vous aurez un fameux calendrier avec les dates d'échéance et ça sera inscrit justement en ligne que vous avez les 90 jours et qu'il faudra attendre. Donc, en fait, les ouvertures de déclaration s'ouvrent le premier du mois et se fait le dernier jour du mois. Et donc, l'exigibilité, normalement, par exemple, on est au mois de mars, normalement, c'est à déclarer en avril. Donc, ça s'ouvre le 1er avril et ça ferme le 30 avril. Mais ça, de toute manière, vous pourrez avoir des petites notifications de rappel via votre espace en ligne. Il faudra juste bien valider la notification de rappel pour qu'on vous envoie à chaque fois
mail vous disant attention, voilà, l'ouverture de la déclaration est effective et elle fermera au dernier jour du mois. Voilà. Donc des petits rappels, vous pouvez. Hein. Voilà. Alors, 90 jours, en effet, si on est pour l'emploi et que Pôle emploi vous demande forcément des justificatifs de déclaration, enfin de revenus, et que vous ne les avez pas, Pôle emploi maintenant ont mis en place une attestation qu'ils ont eux-mêmes. Hein, nous, on ne l'a pas, donc il faut demander à Pôle emploi directement. Qui là voilà, regrouperont du coup les mois que vous n'avez pas pu faire auprès de l'URSSAF puisqu'il y a les 90 jours, mais que vous devrez faire quand même à Pôle emploi. Donc du coup, il y aura juste à mettre le montant que vous avez reçu. Voilà, par exemple, là on a créé en octobre, on disait dans l'exemple, donc le montant en octobre, le montant en novembre et le montant en décembre, par exemple, voilà, puisque vous faites et chaque mois, il faudra faire donc cette fameuse attestation pour déclarer vos revenus auprès de Pôle emploi, en attendant de pouvoir déclarer en ligne sur auto-entrepreneur.irsat.fr, parce qu'après, Pôle emploi vous demanderont des justificatifs, mais quand l'exigibilité reviendra normale, vous pourrez donner du coup la copie de votre déclaration que vous devrez faire en ligne à Pôle emploi. Voilà, ça suffit comme justificatif à la base. Mais c'est juste que là, il y a les 90 jours, donc il y a les attestations sur l'honneur qui peuvent vous remettre et que vous remplissez, vous leur envoyez en attendant justement de déclarer à l'URSSAF. Alors, le paiement des charges sociales et éventuellement du coût de l'impôt sur le revenu, si on a choisi le versement libératoire de l'impôt, hein, s'effectue gratuitement sur un calcul automatiquement des charges. Donc sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou sur l'application mobile. Hein. Alors pour les professions libérales, je réponds en même temps, excusez-moi parce que j'ai lu. Professions libérales non réglementées, professions libérales réglementées, artisans, commerçants, c'est tous pareil au niveau des déclarations, au niveau des obligations de déclaration. Donc ça veut dire qu'on aura tous la même chose, c'est-à-dire vous aurez tous 90 jours avant les premières déclarations. Donc, les premières déclarations, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est on a créé une activité en octobre, donc on applique les 90 jours, donc ça veut dire qu'il y a décembre et janvier, puisqu'il y a le mois en cours, donc octobre, novembre, décembre, ça fait 90 jours, plus le mois en cours, février, qui seront à janvier, qui seront à déclarer. Voilà, donc c'est ça les premières déclarations. Si par exemple on est trimestriel, par exemple je crée une activité au 1er mars, en plus on est en mars, je crée une activité au 1er mars, mes exigibilités, alors si je suis trimestriel, l'exigibilité ça sera au 31 juillet, donc ça ouvrira le 1er juillet et ça fermera le 31 juillet, puisqu'on a avril, mai, juin, donc ça fait 90 jours, plus le mois en cours qui sera juillet. Donc, du coup, il faudra déclarer ces 3 trimestres, donc le premier trimestre et le deuxième trimestre, puisqu'on est en janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, ça fait 2 trimestres, c'est des trimestres civils à chaque fois. Donc, il faudra déclarer 2 trimestres courant juillet. Si on est mensuel, je crée une activité au 1er mars, j'ai 90 jours. Donc, j'aurai 4 déclarations, toujours pareil, parce que j'aurai mars, avril, mai et juin à faire en juillet. Donc, c'est toujours pareil, en fait. Hein. Mais bon, de toute manière, ça, il ne faut pas vous compliquer la tâche avec ça, parce que vous aurez en ligne l'information avec le fameux calendrier des échéances et ils vous diront tout simplement, vous avez créé votre activité telle date, vous devez déclarer ce mois-ci ou ce trimestre-là à telle date. Donc, il ne faut pas vous compliquer la vie avec ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il faut savoir que vous avez un message. Si vous voulez déclarer, par exemple, vous cliquez sur « Mes déclarations en cours », on vous mettra le fameux message. Il faut attendre 90 jours pour déclarer et ensuite, vous aurez le fameux calendrier. Donc, il n'y a pas besoin de calcul, en fait, puisque tout est fait en ligne et vous aurez les informations directement en ligne. Hein. Voilà, donc le paiement des charges sociales et de l'impôt sur le revenu se fait sur l'espace en ligne, soit par carte bleue, soit vous avez enregistré votre RIB et vous pourrez faire donc du coup des télépaiements, comme on appelle ça, nous. Ça veut dire que nous autorisez à chaque fois à prélever, voilà, sur votre compte. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir passer à la suite, à part s'il y a des questions. Oui. Est-ce qu'il faut un comptable quand on est auto-entrepreneur? Alors, non.
Non, parce que en fait, c'est vraiment une comptabilité simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme vous des chiffres d'affaires, ça veut dire vraiment tout ce que vous recevez sur votre compte bancaire, il faut que ça corresponde à la facture et il faut que ça corresponde aussi à ce que vous déclarez à l'URSSAF et aux impôts. Donc, en fait, il n'y a pas besoin, puisqu'en fait, vous avez déjà le pourcentage que vous connaissez à l'avance en fonction de votre activité. Ça sera inscrit d'ailleurs en ligne sur vos déclarations, hein. Donc, en fait, non, il n'y a pas besoin, puisque vous ne pouvez pas vous déduire de frais. Alors, ça veut dire que le chiffre d'affaires, alors on parle de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfice. En fait, un bénéfice, c'est quand on retire des frais. Alors, les frais, en général, c'est tous les frais, téléphone, bureau, local, matériel, etc., que j'ai acheté ou loué pour mon activité. Donc, tout ça, il n'y a pas besoin, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit, quand vous êtes auto-entrepreneur, de vous retirer ces frais-là de votre chiffre d'affaires, donc de ce que vous percevez. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment, j'ai reçu 5 000 € en mois de mars, je déclare 5 000 €. Même si j'ai acheté derrière, je ne sais pas moi, un ordinateur ou une chaise ou un stylo, je ne pourrai pas retirer le montant de ces achats de mes 5 000 €. Je suis obligée de déclarer 5 000 €. Voilà. En fait, c'est ça, hein. Donc, la comptabilité, après, vous pouvez si vous voulez, hein, mais c'est des frais quand même engendrés, moi, je trouve un peu pour rien, entre guillemets. Après, dès que vous avez de la TVA, si vous dépassez la TVA, là, peut-être à la limite. Mais en général, les impôts expliquent très bien comment mettre la TVA et comment ça marche la TVA. Et c'est assez simple, entre guillemets, aussi, dès qu'ils vous en informent, en fait, hein. Donc, après, c'est à vous de voir, hein, mais c'est vrai que c'est des frais quand même, les comptables. Donc, après, à vous de voir. Mais en général, pour la comptabilité d'un auto-entrepreneur, on a besoin de garder juste les factures. À part si on a beaucoup, comme les psychologues, par exemple, ils ont beaucoup de petits montants dans une même journée. Donc, c'est vrai qu'ils ne font pas forcément des factures à chaque fois. Donc, après, peut-être avoir juste un fichier Excel à la limite ou un petit cahier de comptabilité avec les entrées, voilà, les entrées, le nom du client, le montant, etc. Enfin voilà, vraiment avoir quelque chose de retraçable si jamais vous avez un contrôle, en fait. Voilà. Après, les comptables en eux-mêmes, moi, je trouve que ça coûte cher pour être en auto-entrepreneur. Si vous basculez sous un autre régime, oui, là, oui, parce qu'il y aura beaucoup plus de choses à faire au niveau fiscal et social. Mais alors, les déplacements clients, c'est pareil, hein. Ça rentre dans les frais, donc vous ne pouvez pas vous en déduire, hein. Vous ne pouvez pas vous en déduire. Après, c'est à vous de vous arranger dans ce cas-là votre client, peut-être lui faire payer à part. Enfin voilà, mais il ne faut pas que ça rentre dans vos factures. Il ne faut pas que ça soit parce que vous ne pouvez pas vous en retirer en fait. Après, si ça rentre dans vos factures, par exemple, et que vous augmentez le prix de votre prestation avec les frais des déplacements et que vous le faites payer à votre client, vous serez soumis à cotisation à ce niveau-là. Donc, c'est pareil aussi, puisque tout ce qui rentre dans la facture, c'est soumis à cotisation. Donc là, c'est pareil, il faut voir avec vos clients à chaque fois pour vous arranger. Peut-être qu'eux-mêmes paient dans ce cas-là vos frais et que ça ne rentre pas dans la facture parce que vous ne pouvez pas vous en déduire. Voilà. Donc, après, Si on va Céline, parler de la sortie. Pardon ? pardon, simplement savoir si on pouvait être à la fois retraité et en auto-entrepreneur. Voilà. Oui, on peut, oui, on peut. Alors après, les conditions, il faut voir qu'on se retraite, mais il y a des conditions que il y a l'âge légal de la retraite, tous les dossiers qui sont bien validés, mais vous pouvez, en effet, vous pouvez cumuler. C'est pour ça qu'après, je disais au tout début, là, avec le versement libératoire de l'impôt, qu'en général, les pensionnaires retraités choisissent ce versement, puisque du coup, ça permet aux impôts ensuite de ne pas cumuler tout, c'est-à-dire le revenu auto-entrepreneur et les pensions, mais du coup, de séparer. Voilà, donc les impôts vont calculer vraiment que les impôts sur la pension et vous paierez avec les fameux taux 1, 1,70 ou 2,20 votre revenu d'impôt pour votre activité d'auto-entrepreneur avec les cotisations sociales, hein. Alors ça, après, il faut bien vérifier auprès de l'assurance pour voir si vous êtes bien dans les conditions.
Mais en effet, on peut cumuler les deux. C'est comme les salariés, on peut cumuler les deux. Si on est salarié à côté, il faut juste faire attention que votre employeur n'ait de contrat d'exclusivité, hein. Mais sinon, on peut cumuler aussi les deux, hein. Voilà, artiste-auteur, pareil, si on est artiste-auteur, on peut cumuler aussi avec l'auto-entreprise, mais il faut faire attention aussi, pareil, il faut avoir le même régime fiscal. Donc, ça veut dire qu'il faut être en micro-entreprise. Donc, c'est ce que je vous disais avec les fameux plafonds, hein, c'est ce qu'on parle là en ce moment en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, quand on a son statut d'artiste-auteur, qu'on soit aussi, du coup, qu'on déclare juste un chiffre d'affaires, hein. Et ça veut dire toujours pareil, les frais, on les met pas, on n'a pas de bénéfice, hein. Voilà. Donc après, ah oui, lorsqu'on a le versement libératoire de l'impôt ou lorsque l'on n'a pas, il faut quand même faire les déclarations auprès des impôts. Ça veut dire qu'il faut quand même faire votre déclaration. Alors ça s'appelle une 2042, et ça vous le verrez après avec les impôts, hein. Mais il faut quand même faire cette déclaration, quoi qu'il arrive. Il faut juste faire attention puisque vous avez des cas spécifiques. Vous avez la case avec versement libératoire, donc il faut bien regarder que le montant est bien reporté si jamais vous avez choisi le versement libératoire, et la case sans versement libératoire. Donc ça, c'est pareil. Alors après, nous, pour vous aider, chaque année, on transmet des attestations fiscales directement aux auto-entrepreneurs si vous souhaitez. Et du coup, on vous indique le montant que vous devez déclarer ou qui doit être reporté, hein, sur votre revenu d'impôt. Et la case justement à compléter en fait, hein, parce qu'il y a la case avec versement libératoire et la case sans versement libératoire. Donc c'est toujours pareil, c'est dans les revenus non salariés là par contre. On va bien faire attention à ça, hein. Voilà. Donc après on peut continuer. Ah bah, il faut qu'il y ait. Merci. Oui, pardon, excusez-moi. Alors du coup, la sortie du dispositif. Donc on sort de le dispositif auto-entrepreneur, donc soit parce qu'on l'a voulu, donc on demande à l'URSSAF de nous basculer sur le régime réel d'imposition, comme on nous dit là. Donc ça veut dire que là, on va basculer sous un autre régime, et c'est dans ce régime-là qu'on pourra déduire les frais, hein. Voilà. Soit on a dépassé le seuil, donc le fameux seuil des 72 000 ou 120 000 qu'on avait vu au tout départ, hein, les seuils du départ. 2 années consécutives, donc ça, c'est automatiquement par l'URSSAF, c'est fait automatiquement par l'URSSAF, hein, et du coup, on vous envoie un courrier vous indiquant que vous avez dépassé 2 années consécutives le chiffre d'affaires, et du coup, vous allez basculer sur le régime réel qu'on a sur la première ligne, hein. Et là, vous pouvez donc voilà, vous disposer d'un mois pour contester si jamais voilà, il y a eu des erreurs dans vos déclarations. Si ce n'est pas le cas, enfin, voilà, il faut bien nous dire. Et dans ce cas-là, on traitera votre demande et on vous sera en micro-entreprise si c'est bien justifié. Voilà, si vous ne dépassez pas les années constitutives, bah, vous restez auto-entrepreneur tant que c'est votre choix, hein. Ou soit si le chiffre d'affaires est à zéro pendant 24 mois consécutifs, soit 8 trimestres. Donc, ça veut dire qu'en fait, dès que vous avez 24 mois consécutifs civils à 0 € ou non déclarés, parce que ça arrive des personnes vite déclarées, comme je disais tout à l'heure, il faut bien déclarer même si c'est 0 €, hein. Là, on vous sort automatiquement du dispositif aussi auto-entrepreneur et on vous envoie un courrier pour vous dire qu'on va radier votre compte. Et c'est vous pouvez également, dans un délai d'1 mois, indiquer que vous continuez à exercer votre activité et que vous ne voulez pas que votre compte soit radié. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, il faut bien faire attention à tous les courriers que vous recevez, en fait, à chaque fois de l'URSSAF, hein, ou même des autres organismes, puisque du coup, à chaque fois, il y a des informations dedans, hein. Ou sinon, bah, la cessation d'activité que vous aurez fait. Donc là, voilà, on vous indique, bah, voilà, vous voyez, là, on vous indique des sites. Donc, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Si vous aviez fait la création sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous pouvez faire la cessation sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Parce qu'il existe d'autres sites aussi sur lesquels vous pouvez vous inscrire, hein. Donc, pour la Chambre des métiers, il y a cfe-métier.fr ou guichet-entreprise.fr. Pour les commerçants, sur infogreffe.fr. Bon, alors après, moi, je conseille en général pour les commerçants de le faire aussi sur guichet-entreprise.fr. Ça marche un peu mieux que Infogreffe, puisque le problème, c'est que Infogreffe, ça va au greffe, et le greffe ne transmet pas tout le temps après à la chambre du commerce.
Donc, c'est mieux de faire dans ce cas-là sur guichet-entreprise.fr ou sinon, vous laissez sur auto-entrepreneur.ursa.fr, mais sans oublier que si vous avez une activité commerciale, artisanale, de vous inscrire dans les registres. Hein. Ça faudra bien donc prendre contact avec les chambres du commerce et les chambres des métiers pour vous inscrire dans les registres. Ça ne faut pas oublier, hein, parce que ça, c'est obligatoire. Voilà, donc en fait, la cessation d'activité, elle est immédiate. C'est pareil, normalement, c'est immédiat ou on ne peut pas anticiper, en fait. Il vaut mieux pas anticiper. Si vous, par exemple, ou la veille ou 8 jours avant aussi, pareil. Mais c'est pareil, en ligne, vous pouvez remonter jusqu'à 3 mois. Mais bon, après, c'est mieux de le faire au jour J. Hein. Voilà, et anticiper surtout. Donc, après, nos services. Donc, là, c'est toujours pareil. Hein. On a le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et l'application qui va vous servir vraiment quasiment à tout, puisque pour l'inscription, pour la modification, si jamais vous voulez modifier une activité, modifier une adresse professionnelle ou personnelle, ça sera sur le site. Si vous voulez, donc en fait, vous allez voir, vous avez situation. Et ensuite, vous avez un autre onglet, autres services. Donc, ça sera là-dessus qu'il faudra bien se connecter via votre espace en ligne. Hein. Vous avez accès à tout. Hein. Vous avez accès aux déclarations, à la situation de compte, à vos attestations. Si jamais besoin, vous avez une attestation fiscale, une attestation de contribution, formation professionnelle, comme je vous le disais tout à l'heure, une attestation pour dire que vous êtes à jour de vos cotisations parce que votre client vous le demande. Donc, tout ça, c'est en ligne. Vous avez voilà, les dates des déclarations et paiements, voilà, comme je vous ai dit, avec le fameuse notification qu'il faut bien activer pour vous rappeler que la déclaration, qu'il faut faire la déclaration si jamais vous voulez des rappels. Vous pouvez échanger avec mon URSSAF, hein, vous avez une rubrique messagerie tout simplement. Pour obtenir aussi, pareil, des délais de paiement, si jamais vous avez des difficultés de paiement, il faudra aussi, pareil, nous envoyer un message. Donc, vous avez accès à votre espace en ligne. Et en général, tous les courriers, sauf la notification d'affiliation, bien sûr, on essaie de les envoyer via votre boîte aux lettres personnalisée en ligne. Voilà. Donc, c'est maximum matérialisé hein, au niveau de l'URSSAF. Donc, après, vous recevez un mail vous indiquant que vous avez un message sur votre espace en ligne. Donc, il faudra aller voir vous-même ou un document disponible. Voilà. Donc, voilà, rendez-vous exclusivement. Hein, par contre, donc là, vous avez le site contact.ursaf.fr. Donc, on a 11 centres. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quel centre. C'est la même chose. Mais il faut que, par contre, votre adresse, alors ça, c'est important, il faut que votre adresse professionnelle, donc si c'est la même que personnelle, en général, les auto-entrepreneurs, l'adresse professionnelle est la même que personnelle, hein, puisqu'on n'a pas de logo, on n'a rien, donc c'est l'adresse personnelle. Il faut qu'elle soit répertoriée en Île-de-France, par contre. Si vous êtes en province, on ne pourra pas vous faire l'inscription. Hein. Après, vous pouvez la faire en ligne, mais on ne pourra pas vous la faire sur place. Et donc, comme je vous disais, sur place, les professions libérales en général uniquement, mais sinon, vous pouvez prendre un rendez-vous pour des informations, on vous transmettra tout et on vous dira comment faire ou quoi que ce soit, en fait. Hein. Donc, on vous renseignera, il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors, oui, les sites sont actuellement ouverts pour nous recevoir. D'ailleurs, je suis dans mon bureau, là, comme vous pouvez voir. Donc, je suis sur le site, là, actuellement. Oui, ils sont ouverts. Alors, après, les rendez-vous sont assez rapides en ce moment, puisque justement, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous physiques qui se positionnent. Après, c'est sûr qu'on est en effectif réduit, donc s'il y a un peu plus d'attente, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Mais oui, vous pouvez venir sur site actuellement. Alors non, on ne peut pas venir sans rendez-vous. On ne peut pas venir sans rendez-vous, surtout avec le Covid maintenant encore moins. On n'accepte vraiment pas sans rendez-vous. Donc on peut venir vraiment que sur rendez-vous. Il faut vraiment prendre un rendez-vous physique. Et voilà, on vous recevra sans rendez-vous. Ah, est-ce qu'un logiciel de comptabilité est obligatoire pour une activité de conseil aux entreprises? Non, 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 pas du tout justement. Pas du tout, c'est pas obligatoire. Comme je vous ai dit, en fait en ligne, quand vous allez faire vos déclarations, tout va se calculer automatiquement. Donc, vous allez mettre le montant de correspond à l'activité. Donc, si vous êtes
réassurante. Si vous êtes dès que vous avez mis le chiffre d'affaires que vous avez reçu sur Tableau, vous m'entendez? C'est bizarre ça, à chaque fois. Vous m'entendez maintenant? Ah, je vous entends là. Donc, je disais en fait qu'un logiciel de comptabilité n'est pas nécessaire pour, même si on est conseil, même si on est auto-entrepreneur tout court, en fait. Hein, je disais que quand vous allez dans les déclarations, quand vous allez faire vos déclarations en ligne, en fait, vous allez associer donc le chiffre d'affaires sur la ligne associée à votre activité, donc vente, prestation de services, artisanat commercial ou prestation de services profession libérale. Vous allez mettre le chiffre d'affaires que vous avez reçu, parce qu'attention, il faut bien, je n'ai pas précisé ça, mais je précise maintenant. Quand vous allez faire vos déclarations, c'est le chiffre d'affaires que vous avez reçu sur votre compte. Donc, ça veut dire que si vous êtes mensuel ou trimestriel, c'est quand vous avez reçu dans le mois ou le trimestre que vous avez reçu, que vous allez déclarer. Donc, je m'explique. J'ai fait une facture en mars, je reçois le paiement qu'en avril, je déclarerai sur la déclaration d'avril le montant, puisque je l'ai reçu en avril. Même si je l'ai facturé même si j'ai facturé en mars, je l'ai reçu en avril. Donc, je déclare en avril. Pareil pour les trimestres. Là, on est à la fin du premier trimestre. J'ai facturé en mars, je reçois le paiement en avril. Je suis déjà dans le deuxième trimestre. Donc, je déclare dans le deuxième trimestre ce montant-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment la précision. Il faut vraiment déclarer dans le trimestre juin. En fait. Enfin, voilà. Alors voilà, après vous avez des accompagnements donc spécifiques, un accompagnement personnalisé, un accompagnement d'accueil commun et un accompagnement des entreprises en difficulté. Hein. Donc on peut passer à la suivante. Alors avec le Covid, allô, vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ah d'accord, ok, parfait. Avec le Covid, donc en fait il y a des mesures exceptionnelles. Hein. Donc, vous avez un site spécifique, mesure-covid19.ursaf.fr. Donc, après, bon, là, vous allez, en général, c'est pour des créations d'entreprises. Vous êtes là, donc du coup, il n'y a pas encore d'aide quand vous n'avez pas encore créé d'activité. Hein. Ça sera peut-être après, si le Covid, forcément, si la situation n'a pas changé et que vous avez commencé votre activité, là, vous pourrez peut-être bénéficier d'aide, mais c'est bien après, hein, parce qu'il faut avoir quand même déjà avoir une activité pour bénéficier de ces fameuses aides Covid. Hein. Voilà. Il y a des conditions quand même. Hein. Après, sur l'utilité des cotisations sociales, donc à quoi servent les cotisations sur ursaf.ursaf.fr. Donc là, c'est toujours pareil, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et il y a des tutos aussi, surtout, qui sont très, très bien expliqués et très bien faits sur YouTube, les tutos de l'URSSAF. Donc, vous avez différents tutos, à quoi servent les cotisations, vous avez l'auto-entreprise, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Voilà. Après, donc, on peut passer à la suite. Donc, en fait, il faut savoir que… Allô? On t'entend. Ah, d'accord. Donc, on peut passer à la suite, à l'action sociale. Donc, en fait, l'action sociale, donc, tout simplement, c'est des aides en fonction de commissions, de chefs de commission qui peuvent vous donner des aides financières, réduire vos cotisations ou quoi que ce soit. Donc, il en existe plusieurs et pour plusieurs organismes. Donc là, il y a le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, là, comme vous pouvez le voir sur le diapo. Donc ça, c'est pour les travailleurs indépendants ou les professions libérales. Hein. Donc auto-entrepreneur, ça marche aussi, bien sûr. Hein. Les aides peuvent être octroyées donc, si vous avez des difficultés dans votre activité professionnelle, des problèmes de santé ou des difficultés auprès de votre retraite. Donc, en fait, il y a différents… donc là, c'est vraiment… alors, à l'URSSAF, nous, on fait l'aide aux cotisations en difficulté. Donc, ça veut dire qu'on va vous devez remplir un formulaire, on va étudier votre demande et on va vous accorder ou non une aide pour réduire vos cotisations, oui, si jamais vous avez des dettes. Bon, ça, c'est après, hein, puisque là, vous êtes en création d'activité. Vous avez l'aide financière exceptionnelle. Donc là, c'est pareil, c'est un formulaire aussi à compléter, à renvoyer. Et c'est une aide financière, tout simplement. Et vous avez l'accompagnement au départ à la retraite. Donc ça peut peut-être intéresser certaines.
Mais c'est pareil, il faut avoir que l'activité soit déjà commencée, bien sûr, en tant qu'indépendant ou auto-entrepreneur. Et c'est pareil, c'est un formulaire à compléter, à renvoyer à l'URSSAF. Et tous ces formulaires, de toute façon, vous les trouvez sur ursaf.fr ou sur auto-entrepreneur.ursaf.fr quand vous aurez votre compte, ou sur sécu-indépendant au pluriel.fr. Donc, il y a aussi les fameux formulaires dessus. Et en fait, donc cette aide au départ à la retraite, c'est pareil, ça peut vous aider justement si vous avez des difficultés ou si vous avez encore des dettes au niveau de l'URSSAF. Voilà. Donc en fait, tout ça, après pour les professions libérales, il y a la CIPAV qui aide. Voilà. Donc il faut voir avec la CIPAV directement. Et vous avez un tuto URSSAF, voilà, aide sociale si vous voulez en savoir un peu plus, bien sûr. Et il faut savoir du coup que l'action sociale, il y a aussi d'autres aides qui sont proposées par la sécurité sociale. Il y a l'assurance maladie qui peuvent proposer aussi des aides. Donc voilà, si on vous dit, la protection sociale vous permet sous certaines conditions de bénéficier d'une action sanitaire et sociale en tant qu'assuré social. Donc là, c'est plus en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur, mais en tant qu'assuré social. Vous pouvez avoir des aides auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la CARSAT. L'assurance maladie donc, vous permet d'avoir accès l'accès aux soins, la perte de salaire suite à une maladie, maternité, accident de travail ou la facilitation dans le maintien de l'emploi. Donc là, c'est pareil, il y a une aide sociale qui est proposée. Donc là, après, il faudra aller voir sur les sites medi.fr pour vous renseigner. Et pareil pour l'assurance retraite, sur assurance retraite, il existe aussi une aide au moment du départ de la retraite. Voilà. Et voilà. Donc du coup, il faut savoir que aussi au niveau de la contribution formation professionnelle, juste, vous avez mon compte formation.gouv.fr que tout le monde a maintenant, qui est alimenté depuis 2020. Alors du coup, normalement, vous, pour la création d'activités là en 2021, il sera alimenté automatiquement après chaque fin d'année. Pour vos droits à la formation. Voilà. Mais comme je vous disais, les organismes de formation, c'est en fonction de votre activité, ça sera sur la fameuse attestation que l'on vous remettra. Voilà. Alors après, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, merci beaucoup, Céline. Effectivement, il y a eu beaucoup de questions. On est désolé, on n'a pas pu toutes les traiter, mais comme on l'a dit, il y avait des questions très spécifiques en fonction de l'activité de chacune. Donc ça, c'est vraiment plus en appelant l'URSSAF que vous pouvez avoir ces réponses. Voilà, donc après, il faut mieux prendre rendez-vous. Voilà. Après, il y a eu des questions aussi sur jour ouvré ou jour ouvrable, notamment pour l'obtention de l'acte. Est-ce que vous parliez de jour ouvré ou de jour ouvrable? Je ne sais pas si vous l'avez évoqué ou pas, ça. Non, je ne l'ai pas évoqué, ça, en effet. En fait, on parle de jour ouvré, normalement. Oui, de jour ouvré, oui, en effet. Voilà. D'accord. Après, alors je remonte un peu les questions, mais vous en avez couvert quand même beaucoup pendant la présentation. Oui. Alors après, juste, excusez-moi de vous couper, vous avez un guide officiel qui se trouve sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr qui regroupe vraiment, alors il date de 2020, mais c'est la même chose en 2021 pour l'instant. Donc après, les informations sont susceptibles de changer, mais sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous avez les informations en temps réel. Donc si ça a changé, je vous invite à regarder ce site qui est très, très bien fait, qui est mis à jour continuellement. Et vous avez un guide auto-entrepreneur justement qui regroupe le tout et qui prend en détail justement, si vous voulez, au niveau des prestations de services, des prestations sociales, pardon, si jamais vous voulez avoir plus de renseignements, voilà, et qui vous récapitule vraiment tout ce qu'on a fait là, mais vraiment en détail. En fait, Oui, ça a été dit effectivement que ce guide était très bien fait. On a aussi eu quelqu'un qui nous a expliqué qu'elle avait déménagé et que du coup l'historique de son activité avait été perdu. Je ne sais pas quel recours elle peut avoir par rapport à ça. Pardon, je n'ai pas compris. Vous m'avez dit quoi? Une participante a déménagé et donc l'historique de son activité a été perdu. Ah, d'accord. Après, elle peut contacter l'URSSAF qui était compétente pour lui demander l'historique. Il n'y a pas de problème. Nous, on pourra lui renvoyer les déclarations, aussi les créations. Voilà, on pourra tout lui renvoyer. Il n'y a pas de problème. Mais il faudra du coup prendre contact directement avec l'URSSAF qui était compétente selon où elle habitait, en fait.
Ok. Si vous voyez les questions, je veux bien que vous les preniez parce que personne ne m'entend visiblement. Pourriez-vous m'adresser une présentation? Alors ça, c'est autre chose. Ouais. J'essaie de regarder en même temps, ça va très vite. Alors après, je ne sais pas, j'ai vu une question rapide là qui parlait de la différence entre cotisation, sécurité, je ne sais plus, il y a quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas eu le temps de lire. Alors, j'étais là-dessus pour voir. Ah voilà, comment cela se passe pour les cotisations entre Pôle emploi et Sécu retraite si on reste inscrit comme demandeur emploi lors de la création? Alors, je n'ai pas très bien compris. Pour les cotisations entre Pôle emploi et Sécu, en fait, les cotisations, vous les faites à l'URSSAF et après, Pôle emploi va vous demander du coup de reporter votre revenu. Alors, il faudra les contacter parce que, en fait, eux, ils appliquent un abattement en fait, sur ce que vous percevez et ce que vous allez déclarer à l'URSSAF. Donc, du coup, il vaut mieux directement voir avec Pôle emploi quand vous allez faire vos déclarations de revenus chaque mois. Voilà. Après, c'est pareil, les impôts aussi. Si vous ne choisissez pas le versement libérateur de l'impôt, ils vous font aussi un abattement pour calculer votre impôt, quand vous allez faire vos déclarations d'impôt classiques. Donc, il faut faire juste une précision. En fait, cet abattement, il correspond aux éventuels frais justement que vous auriez engendrés courant l'année pour votre activité. Et en fait, le montant de l'abattement dépend de votre activité que vous exercez. Voilà. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est des impôts. Donc, en fait, quand vous allez déclarer vos revenus, ou quand ça sera déjà préenregistré, c'est toujours le montant brut à chaque fois que vous déclarez, quoi qu'il arrive, le montant brut. Et après, les impôts vous font l'abattement si vous n'avez pas le versement libérateur de l'impôt. Voilà. Alors, non, je suis indemnisée encore pendant 6 mois Pôle emploi. Est-ce que là, c'est pendant 6 mois? Non. Une fois que vous avez déclaré, si vous demandez l'ACRE avec la création de l'activité, vous êtes indemnisé. Donc, nous, on vous donne l'indemnisation pendant 1 an. Voilà, c'est pendant 1 an. Donc, c'est les fameux 3 mois suivant l'année suivie. Voilà. Donc, l'application de l'ACRE, nous, on ne fait pas en fonction de ce qui vous reste comme chômage. Si vous êtes encore, même si par exemple demain, vous êtes plus au chômage, mais que vous ne percevez plus d'indemnité chômage, mais que vous créez votre activité aujourd'hui, vous avez le droit à l'ACRE aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, vous êtes indemnisé. Donc, il faut bien nous envoyer, par contre, la notification d'ouverture de droit ou de versement d'indemnité chômage. Et nous, on vous donnera ensuite l'ACRE pendant 1 an. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été claire. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de technicité, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, bien réfléchir. Après, comme je vous ai dit, vous avez le site bpi.france-france.fr sur lequel vous pouvez vous renseigner et peut-être simuler votre création d'entreprise. Vous avez aussi mon-entreprise.fr, le tiret classique, .fr. En fonction du statut que vous choisissez, ils peuvent vous donner des informations au niveau fiscal et social. Donc, c'est toujours pareil. Voilà. Après, les formulaires pour la création d'activité, donc c'est sur auto-entrepreneur, ou sinon les sites qu'on a vus là dans les stations, vous pouvez aussi faire votre création d'activité dessus. Alors après, si vous avez par exemple un doute pour savoir si vous relevez du commerçant, artisan ou profession libérale, si vous faites votre inscription sur guichet-entreprise.fr, ça ira automatiquement vers ils vous diront automatiquement si vous êtes commerçante, artisane ou profession libérale en fait. Et après, ils retransmettront directement auprès de l'URSSAF, par exemple, que nous, on crée votre compte ensuite. Donc, si vous avez un doute, voilà, vous pouvez toujours créer votre espace sur guichet-entreprise.fr. Il faut bien préciser, par contre, le régime micro-entrepreneur. Il ne faut pas oublier ça de cocher, sinon vous allez vous retrouver dans un autre statut. Voilà, mais sinon, ou sinon sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Voilà. Merci beaucoup. Merci Céline et Nadia. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais merci infiniment et très belle journée à toutes. Merci, bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Au revoir.